Merci. Bonjour tout le monde, ceux présents ce soir. Merci d'être là. Bonsoir également à ceux qui nous suivent à distance. Je me présente, Morgane Pelletier, cabinet Chauveau-Mulon Associés. Je suis avec mon associé Jennifer Terville. On va essayer de rendre un peu cette conférence de 40 minutes déjà enrichissante pour vous et aussi un peu distrayante. Donc, on va s'alterner un peu les questions pour pas que vous ayez le même interlocuteur à chaque fois. Donc, nous, on est un cabinet CMA Chauveau-Mulon Associés qui est basé à Paris et on a décidé de faire une sphère à côté de notre cabinet qui s'appelle Expat by CMA. Juste, je précise tout de suite parce qu'au fur et à mesure des conférences et de la rencontre des Français basés à l'étranger, expatriés, en fait, c'est un terme quand même très spécifique pour toutes les personnes qui résident, les Français qui résident à l'étranger. Là, le terme expatrié, c'est vraiment global, pas forcément ceux qui ont un contrat, qui sont salariés à l'étranger. Ça peut donc concerner toute personne, y compris ceux qui sont à la retraite, ceux qui déménagent pour des raisons professionnelles ou personnelles. Donc voilà, on est situé à Paris et donc Expat by CMA, on l'a créé parce que, et on l'a dit au fur et à mesure, et je vois qu'il y a des personnes à qui on a pu aussi le dire aujourd'hui, on l'a créé parce que pour nous, on a rencontré trop de personnes qui étaient incertains et avec une totale désinformation de leurs droits en droit de la famille, notamment les impacts d'un déménagement à l'étranger sur le couple, donc le mariage, le divorce, les enfants, les successions. Donc, l'idée, c'était vraiment de venir informer et conseiller les personnes afin qu'ils puissent anticiper et s'organiser au mieux dans leurs liens familiaux lorsqu'il y a un déménagement à l'étranger. J'ai un peu anticipé le PowerPoint. Donc, voilà, conseiller les Français à l'étranger sur le plan familial et patrimonial. Avant de commencer, et sans vous faire un cours de droit, parce que je sais que ça peut être pas forcément très passionnant, mais ça, c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre ensuite les enjeux de toute cette conférence et aussi de nous, nos conseils. Le droit de la famille, donc la définition franco-française, donc c'est tous les liens qui vont concerner la famille. Je vous vois juste prendre des photos. On va vous transmettre après le PowerPoint normalement, Damien. Voilà, on vous transmet après le PowerPoint, donc le droit de la famille, ça va concerner tous les liens familiaux, donc de la naissance au décès. Donc tout ce qui va être filiation, ça peut être via une GPA, par exemple, les gestations pour autrui, une adoption, établir voilà la filiation. On a rencontré quelqu'un tout à l'heure qui souhaitait, et elle avait un certain âge, établir la filiation avec son père qui est en France. Ça peut être donc le mariage, le divorce et ensuite le décès. Donc ça, c'est pour les dossiers franco-français. Et à partir du moment où il y a un élément d'extranéité, ça veut dire qu'il y a un élément étranger. Ça peut être une résidence, ça peut être un mariage à l'étranger, une nationalité étrangère, etc. Il faut savoir, et donc sur tous les points, et je vais prendre le divorce parce que c'est celui qui réunit quand même beaucoup de points, que par exemple, pour tout ce qui est, par exemple, liquidation du régime matrimonial, prestations compensatoires et les enfants, ces points-là vont être abordés devant un juge. Ce n'est pas forcément le même juge qui va être compétent. Imaginons c'est le juge anglais ou c'est le juge français, ce juge-là ne va pas forcément appliquer la loi française. Si vous me suivez, d'accord, je sais que c'est un peu complexe, mais c'est vraiment pour que vous puissiez au moins aborder et comprendre les enjeux de tout ce qu'on va expliquer. Ce n'est pas parce que vous êtes de nationalité française que forcément ça va être le juge français qui va être compétent ou le tribunal français. C'est pas parce que vous êtes de nationalité française que la loi française va automatiquement s'appliquer. Donc en droit international privé de la famille, c'est ce qu'on appelle la divisibilité du litige. On va prendre chaque point et c'est un peu les points que nous, on a isolés sous forme de 5 questions pour que vous puissiez au mieux connaître vos droits et pouvoir les anticiper. Donc voilà les 5 questions. La première, c'est quel est mon régime matrimonial, que je vais aborder juste après. Mon contrat de mariage est-il reconnu à l'étranger, qui sera abordé par Jennifer. Comment protéger mes enfants dans un contexte international, que je vais faire. Et ensuite, Jennifer terminera par quelles sont les lois civiles et fiscales applicables à ma succession, notamment civile, et comment faire un testament ou une donation depuis l'étranger. Donc, tout d'abord, quel est mon régime matrimonial ? Alors, qu'est-ce que c'est déjà un régime matrimonial ? Ça définit, donc déjà, ça nécessite un mariage, et ensuite, le régime matrimonial, ça définit la manière dont vos biens sont détenus, gérés et partagés pendant toute la durée de votre mariage et lors de sa dissolution, donc lors du divorce, qui va gérer les biens et aussi la répartition des dettes.
c'est la clé de voûte ou la pierre angulaire de l'organisation patrimoniale de votre couple. Sans contrat de mariage, c'est possible. Il y a beaucoup de couples qui se marient sans faire de contrat de mariage. Vous êtes soumis à ce qu'on appelle le régime légal. En France, par exemple, le régime légal, c'est, et je pense que vous le connaissez tous au moins de nom, c'est le régime de la communauté. Voilà. C'est le régime de la communauté réduite aux acquets. L'autre régime très connu en France, c'est le régime évidemment de séparation de biens. Il y en a deux autres, participation aux acquets et communauté universelle. Ça, c'est si vous vous mariez sans contrat de mariage en France. Mais imaginez, vous vous mariez par exemple ailleurs, que ça soit par exemple Singapour, Hong Kong, Monaco, Égypte, ou voilà, je ne vais pas tous les faire, mais là, ça veut dire que vous voyez, en France, sans contrat, ça va être la communauté légale, et en séparation de biens, ça va être ces États-là. En Angleterre, c'est un autre régime encore qui est assez particulier, et d'ailleurs, il y a beaucoup de doctrines et de jurisprudence à la matière, c'est le régime qu'on appelle de l'equitable distribution, qui est très particulier. L'equitable distribution, sinon équitable distribution, avec mon French accent. Donc ça, c'est si vous n'êtes marié sans aucun contrat. Donc comment vous faites pour savoir sous quel contrat, enfin sous quel régime vous êtes marié sans avoir fait de contrat. Alors généralement, et c'est la plupart des gens ce qu'ils pensent, c'est ils me disent, mais c'est le lieu de mariage. Pas du tout. Moi, j'ai beaucoup de clients qui, pour se faire plaisir, vont se marier en Malaisie et ils y vont 24 heures et ils reviennent ensuite dans le pays de leur résidence habituelle. Donc attention, sans contrat de mariage, on est vraiment dans cette catégorie. Quelque chose qui est très important, c'est de savoir quelle est votre première résidence habituelle juste après votre mariage. D'accord ? Qu'est-ce que c'est une résidence habituelle ? Parce que, pareil, beaucoup de questions, une résidence habituelle, c'est normal, c'est là où je déclare mes impôts. Pas du tout. Il y a eu beaucoup de jurisprudence, donc beaucoup d'arrêts qui ont été rendus. Ça, il y a des critères qui ont été posés, donc notamment la volonté de fixer ses intérêts dans un lieu donné. Et aussi ces centres d'intérêt professionnels, personnels. Évidemment, s'il y a les impôts dedans, ça peut permettre de rajouter un élément dans tout ce faisceau d'indices qu'on appelle, mais c'est pas forcément évident. Et Jennifer peut-être vous parlera tout à l'heure, ça vous parlera à tous de Johnny Hallyday. Damien sait à quel point c'est ma passion. Mais par exemple, il y a eu tout un débat sur Johnny Hallyday, savoir sa résidence habituelle était en Californie ou en France. Ou par exemple, s'il y a des personnes qui vivent à la frontière France-Belgique et qui font les allers-retours parce que leur maison est en Belgique, mais ils travaillent en France, quelle est leur résidence habituelle? Et ça peut être très important parce que, encore une fois, sans contrat de mariage, c'est la loi de la première résidence habituelle qui va définir votre régime matrimonial. Deuxième point où il faut vous poser la question, au-delà de la première résidence habituelle que vous avez, c'est quand est-ce que vous vous êtes marié. Parce que si vous voulez, si vous vous êtes marié entre 1992 et 2019, là où il faut être vigilant, encore une fois, sans rentrer dans les détails parce qu'on a 40 minutes, il y a ce qu'on appelle une mutabilité automatique. Prenons un exemple. Vous êtes en pleine expatriation, vous vous êtes mariés, enfin vous êtes tous les deux français, vous êtes en pleine expatriation ou vous allez vous marier aux Philippines et vous dites ok, maintenant on va à Londres, on s'installe à Londres, première résidence habituelle, c'est Londres, c'est l'equitable distribution. Vous vous dites ok, ça fait 20 ans qu'on est là, j'en ai marre, on en a marre, on rentre en France, on va voir la famille. À partir du moment où vous rentrez en France sans contrat de mariage, vous êtes tous les deux de nationalité française, le régime de la communauté légale française va s'appliquer. Donc vous aurez deux régimes de liquidation, deux régimes matrimoniaux différents dans votre mariage. Donc, l'idée, c'est pas que vous ayez toutes ces informations et que vous les appreniez par cœur, mais c'est qu'au moins les clignotants puissent s'allumer si ça peut vous concerner ou si, en tout cas, d'autres personnes vous en parlent en disant « Oh, attention, effectivement, il peut y avoir une possibilité de changement. » Évidemment, il est possible d'anticiper tout cela parce que vous avez la possibilité de choisir la loi applicable à votre régime matrimonial. Donc attention, là on rentre dans la seconde catégorie, la première sans contrat, aujourd'hui, ce que je vais vous développer, avec un contrat. Donc vous pouvez, en tant que expatrié ou même toute personne, désigner la loi qui va être applicable à votre régime matrimonial, pas toutes les lois, si par exemple vous pouvez pas vous dire ok le Brésil c'est sympa, donc je vais choisir la loi brésilienne. Vous avez le choix entre la loi de la résidence habituelle, de votre résidence habituelle ou la loi de leur nationalité aux époux pour appliquer le régime matrimonial.
Quand est-ce que vous faites ce changement? Là, je vous en parle, vous me dites, oh là là, c'est la communauté, ou oh là là, c'est le régime anglais, j'ai envie de le changer, c'est possible. Vous pouvez le changer à tout moment pour l'avenir ou aussi en rétroactivité. Ça veut dire, vous pouvez dire, OK, depuis, on veut que ça soit le régime de séparation de biens français, par exemple, qui s'applique, par exemple, à la date de mon mariage. Donc, petit résumé de nos conseils, comprendre votre régime matrimonial et ses implications. Donc, c'est ce que je vous disais, évaluation initiale, déterminer la date, le lieu du mariage, en réalité, entre parenthèses, ainsi que, et surtout, votre première résidence habituelle après le mariage. Donc ça, vous pouvez, évidemment, s'il y a des doutes, vous faire aider par des conseils, parce que, pour le coup, vraiment, parfois, ça paraît évident, mais en général, ça l'est parfois pas du tout. La variabilité des régimes en fonction des pays, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, entre l'Angleterre, Hong Kong, la France, le régime légal n'est pas forcément le même. Les conséquences que ça va avoir, parce que parfois, vous allez me dire, mais moi, mon salaire, vous êtes gentil, c'est sur mon compte, s'il a mon nom, c'est le mien. Mais en fait, si vous êtes marié sous le régime de la communauté, non, ça appartient à la communauté. Ça ne vous appartient pas à vous personnellement, ou en propre, comme on dit. Vigilant sur la mutabilité automatique entre 1992 et 2019. C'est ce que je vous disais, il y a 3 catégories, notamment lorsqu'il y a une mutabilité automatique. Et enfin, que vous avez quand même le choix de la loi applicable et vous pouvez modifier votre régime matrimonial même après le mariage. Je laisse maintenant Jennifer. Bonjour, donc je suis Jennifer Terville, je suis l'associée de Morgane Pelletier et je vais répondre à la deuxième question. Mon contrat de mariage français est-il reconnu à l'étranger? Alors déjà, le premier point, c'est pourquoi faire un contrat de mariage? Parce que ça va vous permettre d'avoir une prévisibilité, une stabilité et surtout quand on bouge beaucoup, savoir où on en est. Le problème, c'est que vous l'aurez compris, en droit international, on a des systèmes différents qui vont s'appliquer et ce dont il faut s'assurer, c'est que ce contrat de mariage que vous aurez fait sera reconnu dans les différents pays dans lesquels vous allez passer. Ça, c'est très important. Parce que le vrai risque de faire un contrat de mariage, par exemple, en France, alors que vous allez vous expatrier ensuite, vous êtes déjà expatrié en Angleterre, et on prend cet exemple très particulier, c'est que justement, dans les pays de common law, la plupart du temps, ils ne vont jamais reconnaître nos contrats français parce qu'ils ne vont pas répondre ni aux conditions de forme, ni aux conditions de fond qui sont prévues dans les contrats français. De la même manière que, dans le sens inverse, un prenup de common law sera plus ou moins reconnu en France, mais si vous avez inséré des clauses qui atteignent notre ordre public français, alors votre prenup risque d'être écarté par un juge français. Donc, faire un contrat de mariage, oui, c'est un contrat, c'est de la prévention, c'est de la prévisibilité, c'est savoir où on va, quelle que soit finalement l'issue. Mais par contre, il faut le faire correctement, surtout si on va dans un pays ou dans un autre. Parce que chaque pays a ses propres règles, chaque pays a sa propre vision, et on va le voir d'autant plus avec le droit des successions, et il faut s'assurer que le contrat que vous avez fait et que donc vous songez, vous espérez voir appliquer, s'appliquera quoi qu'il arrive. Les pays de common law notamment vont être extrêmement exigeants sur la forme. C'est-à-dire que par exemple, et on va prendre l'exemple de la France et de l'Angleterre parce que c'est sans doute l'exemple le plus intéressant. Vous faites un contrat en Angleterre, vous allez devoir avoir chacun un conseil, un avocat, pour parler clairement. Vous allez devoir faire état de l'ensemble du patrimoine, ce qui n'est absolument pas une exigence française d'ailleurs. Vous allez être obligé de respecter un certain temps de réflexion. Vous faites votre contrat de mariage français, vous allez voir un notaire en France. Le notaire, c'est le conseil des deux. Vous n'avez pas forcément de délai de réflexion. Alors bon, c'est assez rare que vous le signiez dès le premier rendez-vous. Vous avez des clauses un peu systématiques et tout ça va être problématique. Et puis, vous avez un problème, mais alors qui se posera dans les deux pays, c'est le problème de la langue. Un Français et un Anglais sont mariés. Le contrat a été fait en France parce qu'on vivait en France. Monsieur parle très bien anglais, très bien français, même s'il est anglais. On fait le contrat en langue française, et puis on déménage, et puis on part, et puis finalement, on divorce. Donc là, on n'est plus d'accord sur rien, puis on va plutôt vers son propre intérêt, on pense moins à intérêt commun.
Et monsieur dit, bah oui, mais moi, je parlais pas suffisamment français, j'ai pas parfaitement compris ce qu'on m'expliquait. Et ça, c'est très important parce que nos contrats de mariage français, eh bien, ils sont souvent assez stéréotypés. On a des clauses très juridiques, avec des articles pas toujours compréhensibles. Et donc, un juge anglais, par exemple, il va dire, mais moi, je veux m'assurer que les personnes, au moment où elles ont signé, elles ont parfaitement compris ce qu'elles signaient. Or, votre contrat là, de 4 pages, je suis pas certain que la personne le comprenne bien. Ça, c'est pour les conditions de forme qu'il faut respecter. Et donc, ça signifie que vous êtes expatrié, vous êtes entre la France et l'Angleterre. Il va falloir avoir le conseil d'un avocat anglais pour le côté anglais et également le conseil d'un avocat français. Et c'est possible de faire un contrat de mariage international dit sur mesure. Ça va nécessiter un peu plus de travail, mais au moins ça vous garantit l'effectivité dans les deux pays. Et l'avantage, si vous prenez la France et l'Angleterre, c'est que comme vous êtes sur deux systèmes diamétralement opposés, vous avez à peu près toutes les chances que votre contrat soit reconnu partout dans le monde. Il y a des conditions de fond également. Un juge français, si vous faites un prenup en Angleterre dans lequel vous dites « je renonce définitivement et dès maintenant à toute possibilité de recevoir une quelconque pension si on divorce », votre juge français, il va dire « c'est contraire à mon ordre public, c'est hors de question ». Et cette clause, à tout le moins, sera écartée. De la même manière que les prenups prévoient beaucoup de conditions extra-patrimoniales, parfois, un juge français, si dans le prenup, il y a marqué monsieur, à compter du deuxième enfant, sera contraint de se faire une vasectomie, ça, un juge français, il n'en entendra pas parler parce qu'on ne peut pas disposer du corps de l'autre. Tout ça pour vous expliquer et vous donner des exemples très précis que c'est un contrat. Il vous engage, mais il faut s'assurer qu'il pourra être reconnu. Donc, comment on fait? On fait un contrat qui respecte les règles des deux pays, c'est pas impossible, voire d'autres pays. En tout cas, on fait attention et à sa nationalité et à sa résidence, bien entendu, vous l'aurez compris, c'est quand même les deux critères de rattachement. On fait un contrat de mariage international et Morgane vous en a parlé, on profite de ce contrat de mariage pour faire une désignation de loi applicable. On peut même désigner le juge qui serait compétent en cas de séparation. On peut tout prévoir. Alors, on peut tout prévoir dans la limite de l'ordre public et on peut tout prévoir et on s'assure que ce soit parfaitement carré pour qu'il n'y ait pas de problème d'interprétation, de reconnaissance. Ça, c'est le plus important. Et on évite de multiplier les contrats. C'est-à-dire que on peut faire plusieurs contrats, on peut changer de régime matrimonial en cours d'union parce que la vie change. On vit en France, on travaille tous les deux en France et puis monsieur a une super opportunité à Dubaï, on part vivre à Dubaï, madame elle peut pas travailler, bah peut-être que les intérêts au moment où on était en France ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Donc, on peut faire des contrats successifs, on peut changer de régime matrimonial, mais on s'assure du fait qu'ils ne puissent pas être considérés comme contradictoires. Donc, on va bien s'assurer de l'espace-temps sur lequel on fait appliquer notre changement de régime matrimonial, par exemple. Voici pour la question du mariage. La seconde et troisième question que Morgane va vous exposer, c'est la question de la protection de vos enfants dans un contexte international. Merci. C'est pas mal de s'alterner, ça change d'interlocuteur. Vous ne vous endormez pas, même si on a des voix. On a un karaoké à la fin. Je suis sur Johnny Hallyday. Alors, la question numéro 3, comment protéger mes enfants dans un contexte international? Déjà, les enfants, et c'est peut-être la première chose, c'est établir déjà le lien de filiation, parce que on a des enfants de cœur, évidemment, mais c'est pas là du tout le cas. C'est déjà donc que le lien de filiation soit établi avec les enfants pour pouvoir les protéger, avoir des droits sur eux, des obligations également, et des devoirs, et un jour, quand ils sont grands, que ce soit réciproque. Première chose déjà, si vous êtes à l'étranger, notamment pour le père, vous pouvez faire une reconnaissance prénatale, donc avant même l'accouchement. Là où c'est important, c'est notamment s'il arrive quelque chose au père et que la filiation n'est pas établie, ça sera ensuite très difficile de faire reconnaître que c'était le père de l'enfant. En France, on a une notion qu'on appelle la possession d'État. Ça veut dire que les personnes vont devoir, et notamment la mère, va devoir démontrer que le père avait le comportement d'un père. Voilà, qu'il s'occupait d'elle pendant la grossesse, qu'il était là pour les échographies, etc., etc.
Donc déjà, c'est pour la reconnaissance des enfants à naître. Généralement, en plus, quand il n'y a pas de mariage, parce qu'il y a beaucoup d'États, notamment en Angleterre, quand vous n'êtes pas marié, le père n'est pas forcément reconnu en tant que père. Il n'y a pas de présomption de paternité comme il peut y avoir en France. Une fois cette filiation établie, les parents sont certains, les enfants, donc c'est à peu près le cas très classique. Il y a quelque chose à anticiper, c'est la désignation des tuteurs. Et en réalité, ça arrive beaucoup plus qu'on ne le croit, parce qu'à chaque salon de la maison d'expatriation, j'ai ces questions, c'est-à-dire, nous sommes des parents, on est français ou un couple de nationalités différentes, on a nos enfants, on ne connaît personne ici à part des amis. S'il nous arrive quelque chose, un accident de voiture, qu'est-ce qui se passe avec nos enfants? Vous avez la possibilité de protéger vos enfants avec une désignation de tuteur. Si vous ne le faites pas, ça va être la loi du pays dans lequel vous habitez qui va en réalité prendre les mesures pour protéger vos enfants. Donc ça peut être un placement, ça peut être une famille d'accueil, ça peut être des personnes que vous ne connaissez pas, ça va être en fonction de l'état dans lequel vous allez habiter. De désigner des tuteurs. Donc, par exemple, si vous souhaitez qu'elle aille chez chez les grands-parents des enfants, chez son parrain, sa marraine, des amis, l'oncle, la tante, il faut faire ce qu'on appelle donc cette désignation de tuteur. Ça peut être une désignation de tuteur au bien ou des tuteurs à la personne de l'enfant. Comment on fait cette désignation? Eh bien, de manière assez simple, elle se fait par testament. Donc, Jennifer vous parlera tout à l'heure des testaments, comment les faire avec le contexte international qu'il peut y avoir. Donc, on va pas se répéter, mais voilà, ça sera fait par testament qui pourra être reconnu dans plusieurs États. Donc, c'est l'idée du testament international, ou en tout cas, si par exemple ça vous concerne que l'Angleterre et la France, être certain que les testaments puissent être reconnus à minima dans ces deux États. Sachez, je ne sais pas si c'est là, non, là j'avance un peu. L'idée, c'est que dans les pays hors de l'Union européenne, donc voilà, ça c'est encore une fois, on va se répéter sinon, mais il faudra s'adapter pour la réception du testament dans l'autre État. Mais sachez qu'en tout cas en Angleterre, ils reconnaissent le testament où des tuteurs sont désignés. Donc c'est possible de le faire ici. Certains États ne le reconnaissent pas. Ensuite, en cas de séparation, eh bien, comment anticiper et organiser les modalités de résidence? Alors, il y a deux possibilités. Soit tout le monde est d'accord, soit il y a un désaccord. Si tout le monde est d'accord, là, dans ces cas-là, c'est très simple. Il y a principalement 3 points sur lesquels il faut être d'accord. C'est ce qu'on appelle la responsabilité parentale ou l'autorité parentale. Ça veut dire, en tant que parent, tous vos droits et obligations vis-à-vis de l'enfant, de prendre ces décisions pour l'enfant. Donc là, il faut être d'accord que ça soit exercé conjointement, généralement. La résidence de l'enfant, est-ce que c'est une résidence alternée, plus chez le père, plus chez la mère, et pour l'autre parent, le droit de visite et d'hébergement, et le nerf de la guerre, évidemment, la pension alimentaire. Donc, si vous êtes d'accord sur tous ces points, il est possible de faire ce qu'on appelle une convention parentale. Donc, c'est un protocole, vous listez les points. Attention, dès qu'il y a, encore une fois, une possibilité de déménagement à l'étranger, par exemple. Enfin, quelqu'un dit, OK, je veux retourner en France, je veux retourner en Angleterre, je veux déménager aux États-Unis. Cette convention, beaucoup de parents ne la déposent pas au tribunal et ne la font pas homologuer. Ils disent, c'est un contrat, on le signe entre nous, pas de souci, c'est beaucoup plus simple, on fait tout pour les enfants. Sauf que, alors heureusement, les avocats sont pas là que pour les mauvaises nouvelles et évidemment, on rencontre quand même pas mal de ces dossiers. Parfois, ça fonctionne très bien, parfois, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, même si vous êtes d'accord sur tout et qu'aujourd'hui tout va bien, déposez-la au tribunal et faites-la homologuer. D'accord? C'est très important. Vous allez avoir donc du coup ce qu'on appelle un jugement. À l'inverse, par exemple, de certaines conventions, je pense notamment au divorce, où aujourd'hui on n'a pas forcément besoin de juge en France, par exemple. Mais l'idée, c'est que ce jugement puisse circuler où qu'aille le parent qui a, par exemple, la garde. On dit plus garde, mais en tout cas, c'est un terme que tout le monde connaît, de l'enfant. En cas de désaccord, donc dans ces cas-là, il faut saisir le juge. D'accord? Donc vous avez normalement le juge qui est compétent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hop, on prend tous les points, on les isole. Donc là, on isole celui des enfants. Généralement, le juge qui est compétent, c'est le juge de la résidence habituelle des enfants, parce que c'est celui qui est le plus proche des enfants. Donc, si au juge français, on lui dit non, mais si c'est à côté de l'Institut français, l'école, le juge français va dire oui, mais moi, j'en sais rien si c'est
proche ou loin de son domicile. Donc voilà, c'était principalement pour ça, pour qu'il y ait un juge qui connaisse la situation des enfants. Et généralement, il va appliquer la loi applicable de la résidence habituelle des enfants. Il est aujourd'hui possible d'anticiper et de choisir une autre juridiction que la résidence habituelle des enfants, d'accord? C'est une décision entre les parents. Par exemple, si vous divorcez dans un État, l'idée c'est que le même juge se rend sur tout, parce que sinon ça évite deux procédures différentes. Donc aujourd'hui, il est possible de choisir le tribunal compétent à condition que les deux parents soient d'accord. En revanche, la loi applicable, vous ne pourrez pas la choisir. Attention, de ne pas prendre seule la décision de déménager la décision de déménager avec votre enfant en France ou à l'étranger, c'est un enlèvement d'enfant. La plupart du temps, j'en fais pas mal des enlèvements d'enfants et c'est souvent la mère qui me dit, qui dit en propos contradictoires que elle était pas au courant. C'est la mère, j'ai tous les droits, j'ai le droit de partir. Enfin, c'est moi qui peux décider. Donc encore une fois, désinformation. Que vous soyez la mère ou le père, si vous avez la responsabilité parentale commune, que vous l'exercez conjointement, vous ne pouvez pas tout seul décider que l'enfant ira mieux vivre à Bonneville ou en Suisse sans l'accord de l'autre parent, c'est un enlèvement d'enfant. Enfin, concernant les questions financières, donc c'est la pension alimentaire et les frais des enfants, donc ça sera toujours à déterminer. D'où aussi l'importance d'avoir un jugement pour que si l'autre parent qui déménage, qui dit « Ok, je te laisse notre enfant, moi je retourne en France ou je vais en Angleterre et qu'il ne paye plus la pension alimentaire », ce jugement aura force exécutoire et l'idée c'est qu'il puisse circuler entre tous les États concernés. Sur la compétence, il faut saisir donc le juge compétent, donc ça va être la résidence habituelle du créancier. Pour les critères de fixation, selon les États, en France, les montants tiennent compte des besoins de l'enfant et des capacités financières des parents. Encore une fois, tout va dépendre de la loi applicable. Dans certains États, notamment de common law, ça va être un pourcentage du salaire, alors qu'en France, on va prendre les revenus, les charges, les besoins des enfants. Il y a des enfants qui ont des besoins de 50 € par mois parce qu'ils font pas d'activité, ils vont à l'école publique et d'autres qui font de l'équitation, du golf, ils font toutes les écoles privées, etc. Donc, évidemment, les besoins de ces enfants seront à adapter avec aussi les revenus des parents. Et enfin, Jennifer pour la partie succession. Merci. Pardon. Quatrième question. Quelles lois civiles et fiscales sont applicables à ma succession? Alors, je le dis tout de suite, nous, on est un cabinet de droit de la famille, on ne fait pas de fiscalité. Donc, l'idée, c'est pas de vous faire un cours en fiscalité. De toute façon, pour la fiscalité, c'est très spécifique. On va juste passer très rapidement en revue les grosses parties sur la fiscalité, mais voilà, ça n'est pas, vous ne sortirez pas de là en vous disant mince, je vais être hyper taxé parce que toute ma succession va être taxée en France, puisqu'on sait que la France est record sur la fiscalité, mais simplement d'avoir en tête les réflexes toujours les mêmes du droit international, parce que même si c'est la fiscalité, ils répondent toujours un peu aux mêmes critères. Alors, la loi applicable à une succession internationale, la question que vous vous posez, c'est qui sont mes héritiers, dans quelle proportion ils vont hériter, est-ce que je peux les déshériter, est-ce que mon conjoint va hériter, est-ce que mon concubin va hériter? Et en fait, en matière de succession, il y a une réalité qui est que chaque pays a vraiment des spécificités. Et on passe vraiment d'un extrême à l'autre. Et encore une fois, l'exemple de l'Angleterre et de la France sont même très intéressants, dans la mesure où on est vraiment sur, d'un côté, un système très libertaire, on fait ce qu'on veut de son patrimoine, c'est notre patrimoine, donc on en fait ce qu'on veut, et un système très protecteur des héritiers. Donc on parle d'héritiers, ça peut être les enfants, mais s'il n'y a pas d'enfants, ça peut être le conjoint parce qu'il peut être réservataire, etc. Et donc un système qui va être régi par des règles extrêmement strictes sur lesquelles vous ne pouvez finalement pas faire ce que vous voulez de votre patrimoine ou dans une proportion assez limitée. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous ne faites rien? De la même manière, et c'est le même raisonnement que vous avez eu pour le mariage, si vous ne faites rien, la loi qui va s'appliquer à votre succession sera la loi de votre dernière résidence habituelle. Alors, Morgane vous en a parlé, je m'arrête
quelques secondes sur une affaire qui a fait beaucoup de bruit, c'est l'affaire Johnny Hallyday. Pour nous, avocats, elle est très intéressante parce qu'on est très admiratif de la manière dont a été motivée la décision, parce qu'en France, on n'a pas des décisions très motivées. Simplement, si vous voulez, parfois c'est pas compliqué, mais c'est là que la fiscalité n'a rien à voir avec le droit civil, c'est que dire mais je réside en Angleterre, je paye mes impôts en Angleterre, ça n'est pas la preuve de la résidence habituelle. Donc c'est vraiment tous les détails. Il y a eu un exemple assez précis d'un couple qui vivait en Belgique. C'est la Cour de cassation qui a rendu une décision. Ils vivaient en Belgique, ils travaillaient en Belgique, ils étaient fiscalisés en Belgique. Ils sont passés en retraite, mais ils étaient toujours fiscalement en Belgique. Ils ont commencé à faire des allers-retours plus souvent en France. Ils ont noué des relations, ils étaient français, hein, avec leur entourage, etc. Et la Cour de cassation a considéré que leur dernière résidence, c'était, leur résidence habituelle, pardon, c'était la France. Donc ça peut se jouer à peu de choses. Et dans l'affaire Johnny Hallyday, ça s'est joué à des captures d'écran Instagram de finalement il a passé tant de jours en France, il était plus impliqué en France, sa carrière était en France. Donc voilà, donc en tout cas, si vous ne prévoyez rien, demain malheureusement le pire arrive, vous appliquerez la loi de votre résidence habituelle sur votre succession. D'un point de vue français, ça signifie que vous décédez aujourd'hui en Angleterre, on va appliquer la loi anglaise sur toute votre succession. Mais ça, c'est la vision européenne de l'histoire. L'Angleterre, par exemple, a une vision un peu différente. Elle a aussi cette notion de dernière résidence habituelle, mais l'Angleterre, comme beaucoup de pays, comme énormément de pays, vont morceler la succession. Ça veut dire que certes, c'est la loi anglaise qui va s'appliquer sur la plupart de votre patrimoine, même sur vos comptes bancaires que vous auriez en France. Par contre, si vous avez des biens immobiliers en France, l'Angleterre ne va pas s'en charger. Donc ça, il faut le savoir. Donc, si vous ne prévoyez rien, c'est la loi de votre dernière résidence habituelle qui s'applique. Indifférence de votre nationalité, et ça, on l'a dit au début, c'est vrai que souvent, les gens, quand ils viennent nous voir, ils nous disent « mais je suis français ». Donc, c'est la loi française qui s'applique. Non, pas du tout. Règles très différentes d'un pays à un autre, et là-dessus, il faut en avoir vraiment conscience. La solution, exactement dans la même logique que ce qu'on a vu pour le mariage, c'est de choisir sa loi applicable à votre succession. Alors attention, alors ça va pas se vérifier pour la France et l'Angleterre, mais il y a des pays qui refusent la désignation de loi applicable parce qu'ils considèrent que la succession n'est pas un droit disponible. C'est le cas par exemple de beaucoup de pays du Maghreb qui considèrent que en fait vous pouvez pas choisir d'appliquer telle ou telle loi. Donc ça signifie, bon aujourd'hui vous êtes en Angleterre, mais si demain vous décidez d'aller passer votre retraite en Tunisie ou au Maroc, eh bien il faudra s'assurer, vous aurez fait votre désignation de loi applicable, vous serez très content, mais potentiellement elle ne s'applique, si vous décédez au Maroc, le Maroc, alors lui, ses règles de compétence, ça va être et la nationalité et la dernière résidence habituelle, et le Maroc va appliquer son droit parce qu'il va considérer, c'est pas cumulatif, que finalement votre désignation de loi applicable n'est pas valable. Donc attention à ça, parce qu'aujourd'hui vous êtes là, peut-être que demain vous serez en France, mais vous pouvez partir ailleurs. Donc ça nécessite systématiquement, quand vous changez de pays, de vous reposer la question. Alors si vous faites une désignation de loi applicable vision européenne et même vision anglaise, attention, vous ne pouvez pas choisir la loi applicable de l'Australie parce que vous la trouvez sympa. C'est une désignation de loi de l'une de vos nationalités. Une seule loi pour toute la succession. En cas de binationalité, vous avez le choix. Et pour les États fédéraux, désignation précise de l'État. Ouais, parce que si vous êtes aux États-Unis, que vous désignez la loi des États-Unis, vous serez bien embêté parce que chaque État a ses propres lois. Et là-dessus, on désigne sa loi uniquement sur le civil. Vous ne pouvez pas choisir votre loi fiscale, celle qui vous plaît le plus. Ça, ce serait vraiment le rêve. Alors, la question qui se pose, et c'est pas une question c'est une question qui se pose souvent, c'est est-ce que je peux déshériter mes enfants? En France, on l'a dit, les enfants sont héritiers réservataires, donc ils ont une part qui leur est dévolue, qui est plus ou moins grande, mais qui est la majeure partie en réalité de la succession. Pour pouvoir déshériter son enfant en France, il faut qu'il ait essayé de vous tuer. Voilà, donc ou qu'il vous ait tué. Là, il n'héritera pas. Dans le nombreux pays de common law, et c'est le cas de l'Angleterre, on l'a dit au début, c'est très libertaire, vous faites ce que vous voulez de votre patrimoine.
la réserve héréditaire d'un point de vue français, elle n'est pas d'ordre public. Ça veut dire que la France ne peut pas vous opposer que c'est contraire à l'ordre public parce que vous avez désigné dans votre testament un tiers, une association, même votre conjoint ou concubin, juste parce que nous, on connaît de la réserve héréditaire et donc, par conséquent, il faut appliquer cette réserve héréditaire. Donc, ça signifie que, soyons très pragmatiques, vous avez désigné la loi anglaise, vous avez fait un testament dans lequel vous léguez toute votre fortune à, pour parler d'un couturier français, mais à votre chat. Je suis pas sûre que ça fonctionne, mais bon, peu importe. Vous vous dites, je suis tranquille, mes enfants n'hériteront pas. Attention, warning français. On est très attaché à notre réserve héréditaire. Donc, il y a quelques années, ça existait, ça a été supprimé, puis c'est revenu. On a ce qu'on appelle le prélèvement compensatoire. Qu'est-ce que c'est que le prélèvement compensatoire? Le prélèvement compensatoire, ça permet à vos héritiers français, s'il y a du patrimoine en France, patrimoine, ça ne veut pas simplement dire un immeuble, hein, ça peut être des comptes bancaires, ça peut être des parts de société, et que le pays de votre succession, par exemple l'Angleterre, ne connaît pas de la notion de la réserve héréditaire, vos enfants vont pouvoir saisir le juge français, dire « moi, j'ai été déshérité, j'ai pas ma part de réserve, donc par conséquent, je veux prélever sur le patrimoine français de mon père ou de ma mère la part de ma réserve, tout ou partie en fonction de ce qu'il y a sur le territoire français. » Et ça, pour le coup, c'est pas la succession à proprement parler, c'est une spécificité française. Pas un pays ne fait ça, hein, c'est vraiment spécifiquement français. Alors, je vous parle de ça aujourd'hui parce que c'est le droit positif applicable, mais vous l'aurez compris, c'est une notion qui est venue, qui est repartie, qui est venue, qui est repartie. Il faut savoir que, ça c'est un sujet qui me passionne, c'est que politiquement, le prélèvement compensatoire est revenu sur le tapis parce que on voulait faire obstacle aux pays de droit musulman qui sont pas égalitaires entre les filles et les garçons. Alors, ça a été l'idée de repartir sur ce prélèvement compensatoire, idéologiquement, avec une vraie volonté de considérer que. Sauf que ça s'est retourné contre le législateur parce que les pays de droit musulman connaissent de la réserve héréditaire et une des conditions pour obtenir le prélèvement compensatoire, c'est d'être dans un pays qui ne connaît pas du tout de la notion de réserve héréditaire. Donc, ça va concerner les pays de common law, les États-Unis, l'Angleterre, qui ne connaissent pas du tout de la notion de réserve héréditaire. Donc, warning là-dessus, parce que si vous avez un objectif, faites attention qu'il ne soit pas bloqué par autre chose. La fiscalité, rien à voir avec le droit civil. La fiscalité, en France, c'est le nerf de la guerre. Sur les successions, ça l'est d'autant plus. En l'absence d'une convention internationale, il y a tous les moyens pour vous imposer en France. Alors, vous avez un bien en France, votre succession sera fiscalisée. Vous avez des héritiers qui sont en France depuis un certain temps, ils seront fiscalisés en France. Vous êtes résident fiscal en France, bon bah ça logique, votre succession est fiscalisée en France. Maintenant, il y a un certain nombre de conventions internationales entre plus souvent des conventions bilatérales entre plusieurs pays, notamment avec la France, pour éviter la double imposition. Parce que le risque, s'il n'y a pas de convention fiscale, c'est que votre succession, ce ne sera pas vous personnellement, mais vos héritiers et les personnes que vous aurez désignées par testament, par exemple, seront fiscalisées. Je rappellerai simplement que, au regard de la loi fiscale française, les enfants sont fiscalisés entre 20 et 40% au maximum en fonction de la valeur du patrimoine. Le tiers, il est fiscalisé à 60%. Donc, vous lui donnez 10, finalement, il en récupère que 6, si je compte bien. Pardon? 4, pardon. Tout à fait. Il en donne 6 au fisc. Je ne travaille pas pour l'autre. Donc, potentiellement, il y a des conventions bilatérales, mais là, encore une fois, comme on vous le disait au début, il faut se rapprocher d'un fiscaliste. En réalité, quand vous êtes décédé, finalement, c'est plus vous qui réglez cette question de fiscalité, mais simplement, parfois, on est très attaché à certains biens et c'est toujours douloureux de se dire qu'ils vont pas rester parce que finalement, le fisc va en prendre une trop grosse partie pour que les enfants puissent assumer le maintien de cette maison. La fiscalité des successions, elle a aussi beaucoup d'intérêt pour la transmission anticipée de votre patrimoine. Parce que vous l'aurez compris, nous, c'est vrai que d'un regard français, on sait que
les parties sont extrêmement fiscalisées. Or, il y a quand même des possibilités d'abattements fiscaux, etc. Si vous transmettez votre patrimoine au fur et à mesure, notamment en France, un abattement de 100 000 € tous les 10 ans. Donc, ça peut être le moyen de réfléchir en amont, en se disant, je vais transmettre petit à petit. Mais là, attention. Alors, je vais un peu loin, je vous en parlerai après. Attention que ce que vous allez faire, par exemple, une donation en France, soit bien reconnu dans le pays de la loi que vous aurez désigné pour votre succession. Parce que si vous avez un concept qui n'existe pas, par exemple, je vais prendre l'exemple de la donation-partage. La donation-partage n'est pas une notion connue en Angleterre. Le risque, vous avez désigné votre loi anglaise, votre donation-partage, elle est valable. Hein, vous l'avez fait selon les formes françaises, sur un bien en France, enfin, concernant un bien français, il n'y a pas de sujet. Mais le risque, c'est toujours le problème de la reconnaissance ensuite. Donc, si vous avez fait les choses en vous disant fiscalement, c'est hyper intéressant pour mes enfants, pour tout le monde, et que derrière, finalement, c'est pas reconnu, et que la France vient fiscaliser le bien parce que, au regard de la loi anglaise, il a été retransmis comme s'il n'y avait pas eu de donation, c'est un peu la double peine. Et encore, j'ai fini. Ah là là. Alors, juste un mot, je peux dire un mot sur le testament. C'est le même raisonnement à chaque fois. Le testament, faites très attention. Vous faites un testament en France, parfait, il sera sans doute reconnu. Il faut toujours veiller, et c'est exactement le même raisonnement que pour le contrat de mariage. Conditions de forme, conditions de fond. Attention, vous pouvez tout prévoir dans votre testament, mais si vous prévoyez des éléments extra-patrimoniaux, notamment je voudrais être enterré à tel endroit, je voudrais que mes obsèques se passent à tel endroit, le testament, il n'est pas forcément ouvert le jour de votre décès. Il peut être ouvert 1 semaine, 2 semaines. Vous vivez à l'étranger, vos enfants vivent dans un autre pays, le temps qu'ils viennent voir l'exécuteur testamentaire, il peut se passer 3 à 4 semaines, vous serez déjà enterré. Donc faites attention, dans votre testament, privilégiez les éléments patrimoniaux plutôt qu'extra-patrimoniaux parce que le risque, il est là. Vous pouvez, c'est assez libre, vous avez plein de formes de testament possibles. De manière générale, ils sont souvent bien reconnus, mais faites juste attention que les formes de l'un ne soient pas écartées en fonction du pays dans lequel vous êtes. Voilà, je m'arrête là, mais vous aurez le petit PowerPoint qui répondra sans doute à vos questions et on se tient à votre disposition avec Morgane pour aller plus loin. Je vous remercie. Merci.